Bonjour à tous, je suis désolée pour ma voix, si jamais ça part en vrille, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, ma voix elle débloque, bon enfin bref. Je vais essayer de faire au mieux pour la vidéo, exceptionnellement il n'y aura que 4 livres parce qu'il y en a 2 où je sais pas trop ce que je vais en dire en fait parce que j'ai pas grand chose à en dire, enfin il y en a un j'ai pas grand chose à dire et l'autre c'est tout l'inverse, il y a tellement de choses je ne sais pas par où commencer. Donc c'est parti, de Vincent Cuvelier, La fois où je suis devenue écrivain aux éditions Rouergue. Ça commence déjà. On va y arriver. C'est une autobiographie de Vincent Cuvelier qui explique son parcours pour devenir écrivain, c'est-à-dire le premier livre qu'il a écrit et le deuxième, parce que entre les deux il s'est passé pas mal de choses aussi. J'ai trouvé ce roman super intéressant dans le sens où pour les jeunes qui rêveraient d'être écrivain, il fait bien comprendre que c'est pas la joie. Il fait bien comprendre aussi que il faut y être préparé quand même. Et surtout il fait comprendre que c'est pas parce que vous êtes écrivain que vous n'avez pas de métier à côté. Et que trouver du boulot quand on est écrivain et surtout quand on a arrêté ses études à 16 ans, c'est un petit peu compliqué, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai trouvé ça super bien fait, super bien écrit, d'autant qu'il s'amuse. Enfin moi j'ai ressenti ça en tout cas, j'ai ressenti qu'il s'amusait vraiment à écrire ça avec beaucoup de mordant et d'humour aussi à certains passages. J'ai trouvé vraiment ce côté-là très sympa. Et surtout, j'ai les extraits. Il a mis les extraits de son premier roman parce qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. J'avoue que je ne lirai pas son premier roman. Par contre, je suis curieuse de le lire dans un roman destiné à la jeunesse. Parce qu'il en a écrit pas mal, il se semble plus à l'aise dans ce genre-là. Et son nom m'est pas inconnu, du coup je pense que j'ai déjà dû voir certains de ses romans passer. Mais alors lesquels? Allez savoir. Je sais pas lesquels que j'ai vu passer, mais c'est forcément des récents. Étant donné qu'avant je... Autant dire que voilà, je ne lisais pas pendant longtemps. Mais j'ai dû, voilà, il y a des titres qui me sont pas inconnus, j'ai dû les voir passer. Voilà. Je suis très curieuse d'en lire. Ensuite, Baiser caché de Jérôme Larcher chez Albin Michel, qui a été adapté en téléfilm pour la télévision. J'avais une collègue qui l'avait regardé quand je travaillais, puisque je travaillais à cette période-là, mais moi je me lève tôt le lendemain, donc je me couche tôt. Et du coup, elle m'avait dit qu'il était bouleversant, qu'elle avait pleuré, et puis qu'elle avait dit à son fils comme ça, t'inquiète pas, si tu t'avérais être homosexuel, moi j'irai pas comme les personnes dans le film. Tu seras toujours mon fils, elle lui avait dit ça, et j'avais trouvé ça génial qu'elle me raconte ça. Bon, enfin, c'est l'anecdote, hein, voilà. Mais tout ça pour dire que ce roman m'a profondément... Il m'a pas bouleversée parce que je sais pas, apparemment dans le téléfilm les gens étaient bouleversés, beaucoup ont pleuré, etc. Moi je pense peut-être que l'image fait pleurer. Le lire je pense qu'il fait réfléchir, c'est deux choses différentes. Pour l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu le téléfilm, deux garçons vont s'embrasser à l'abri des regards, sauf que il y aura une photo qui va être diffusée sur les réseaux sociaux. Je vous donne pas la cible de l'histoire, je pense que vous avez compris qu'il y aura harcèlement et homophobie, sauf que ce sera que pour l'un des deux, puisqu'on voit que l'un des deux sur l'image. Le truc, c'est que Nathan, celui qui est vu, il va affronter plutôt... Moi, je trouve qu'il réagit plutôt bien, qu'il affronte ça plutôt bien jusqu'à ce qu'il puisse plus, forcément. Même vis-à-vis de son père, qui au début, c'est pas trop. Je pense que son père, c'est surtout que sait pas comment il est censé réagir. Pour lui, dans sa tête, son fils était hétéro, parce que c'est le cliché de la société. Hein. Dans la société, toute personne se marie et a des enfants, c'est systématique. Sauf que là, oui, fiston, il peut se marier, mais il aura jamais d'enfant, quoi. Déjà, je pense que c'est ça le vrai problème, le fond du problème avec le père de Nathan. Sinon, sur la construction même du livre, je trouve ça vraiment intéressant qu'on n'ait pas seulement le point de vue de Nathan. On a le point de vue de son père, certes, on a le point de vue du mystérieux jeune homme avec qui il a échangé ce baiser, ses camarades de classe, les deux professeurs qu'il a, le directeur de l'établissement aussi, et je crois qu'il y a aussi la famille de ce jeune homme qu'il a embrassé. J'ai trouvé tous ces points de vue super intéressants parce que ça donne tellement de points de vue différents sur l'homosexualité, comment on réagit face à ça, comment on réagit face au harcèlement aussi, puisque les deux vont ensemble. Et je trouve que les meilleures réactions, c'est Tristan, le professeur d'anglais. J'ai trouvé ses réactions superbes, élégantes, classe. Et il se décourage pas du tout. C'est peut-être le seul qui a la bonne réaction d'ailleurs, je pense. Puisqu'il se dit, puisque les élèves ont une réaction vraiment homophobe, même si c'est pas forcément conscient dans leur tête,
pour certains d'entre eux en tout cas c'est pas conscient. Ils proposent au directeur carrément de faire venir une asso et le directeur a dit non, 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 c'est pas vous qui allez vous taper la réaction des parents. Le directeur, ce serait moi, j'aurais peut-être pas frappé, mais je lui aurais rappelé qu'avec le rectorat, on est censé avoir un devoir vis-à-vis des élèves harcelés, on est censé les protéger et mettre en place des choses. Il n'y a rien qui est mis en place pour protéger Nathan. Et Tristan va prendre les choses à bras-le-corps, et je trouve que... Enfin, à bras-le-corps. Il va le faire comme il faut, c'est-à-dire qu'il va pas mettre en danger Nathan pour autant, mais il va pas non plus le laisser tomber. Il va trouver la bonne solution. Je trouve que la solution qu'il trouve, elle est géniale. Mais enfin bref. Je trouve que le père de Nathan aussi, finalement, voilà. Les choses, disons que voilà, les choses se passent. Et j'ai beaucoup apprécié une phrase, surtout du roman, qui m'a marqué quand j'ai lu. J'ai dit, mais c'est tellement vrai, ça n'a jamais été aussi vrai. L'un des personnages, je crois que c'est l'un... Il y a 3 personnages homosexuels dans cette histoire. C'est l'un des 3 qui a cette phrase-là, qui ne le dit pas à voix haute, mais qui le pense en tout cas. C'est pas... Elle dit comme... Ce personnage dit... C'est pas parce que le mariage homosexuel est passé qu'il n'y a plus d'homophobie. Au contraire, elle n'a jamais été aussi présente. Ça ne change rien. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais ça revient au même. Et c'est exactement ce que je pense. Je me dis finalement, on s'est battu pour que ces personnes aient le droit de se marier. Et au final, on leur met quand même toujours cette étiquette sur le crâne et voilà quoi. Nathan aussi a une très bonne... Je trouve que les dialogues d'ailleurs sont vraiment percutants parce que les dialogues sont vraiment utiles. C'est vraiment pas juste des dialogues comme ça, non. C'est vraiment l'homophobie qui est actuelle, qui est présente, des propos qu'on se rend pas compte, qui font du mal à ces personnes-là. Il y en a, je connais des gens moi-même qui tiennent ces propos-là pour rigoler, comme ils disent. Dans le roman, ils disent bah c'est juste pour rigoler. Ouais, mais en attendant, la personne elle se prend ça en pleine tête. Est-ce qu'elle a envie d'entendre ça pour rigoler? Et je trouve que vraiment l'auteur a démonté tous les clichés aussi, puisque l'un des professeurs, comme je vous l'ai dit, tout le monde le pense homosexuel qui ne le n'est pas, et inversement il y a un autre personnage qu'on pense vieille, enfin qu'on pense célibataire, etc. Qui n'est pas du tout célibataire et au contraire qui est parfaitement homosexuel. Et j'ai trouvé ça bien de descendre tous les clichés comme ça. C'est fait avec beaucoup d'élégance, beaucoup de classe, et je pense que c'est les meilleures réponses qu'on peut donner à l'homophobie. Après, voilà, est-ce que ça fera bouger les mentalités? Je sais pas trop, j'espère. Mais il faut le lire pour ça, il faut le faire tourner, il faut le faire lire aux gamins, peut-être même l'enseigner en classe, je pense que ça peut être une bonne idée. Surtout par rapport aux réseaux sociaux. Le fait que les réseaux sociaux, c'est pas la vie privée, bien au contraire, c'est la place publique. Mais enfin bref, passons. Et à partir de maintenant, je vais peut-être vous dire n'importe quoi, sachez juste que les 2 livres m'ont plu. Hein. Cécile Guillot, Fille des 4, l'intégrale chez les éditions Lynx, que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, les éditions Lynx vont me ruminer, c'est une certitude. Bref, ici on suit Maëlys, une jeune femme qui est étudiante, voilà, elle a une vie elle est renfermée, elle est solitaire, elle n'a plus de famille. Elle a aussi beaucoup de la jambe des debout. Jusqu'au jour où elle va se découvrir sorcière, je dis pas comment, mais ça se fait en douceur, c'est pas brutalement. Je veux dire, on rentre dans le vif du sujet, certes, mais c'est pas genre, hop, on claque des doigts, elle est sorcière, non. Non, non, non. Faut déjà qu'elle accepte l'idée même que ça puisse exister. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien déjà que ce soit pas juste, allez, hop, c'est fait, on passe. Mais l'autrice perd pas son temps non plus en description, comme j'ai pu le voir dans un autre livre récemment. Je vous rappelle pas le titre. J'ai trouvé ça vraiment bien fichu, bien fait. Il y a 3 tomes, 3 histoires qui sont indépendantes les unes des autres, et j'ai trouvé ça aussi génial. On remonte d'ailleurs tout doucement chaque tome un peu les origines de cette jeune femme. Elle se fait aussi des amis. Franchement, les personnages sont juste géniaux. Je les ai tous, je vais dire toutes, mais je vais dire tous adorés parce qu'il y a quand même un homme. Oui, il y a un homme. Sur les 3 tomes, il y a un seul homme. Je pense que Cécile Guillot a un problème avec les hommes. Non, je rigole. Je rigole. Mais oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment mon côté féministe a peut-être aussi beaucoup apprécié le fait qu'il y ait plus de femmes, que c'est les femmes qui ont le pouvoir. Peut-être que ça a pu jouer en sa faveur. Tout est que j'ai passé un super moment, que c'est addictif, que c'est bien écrit, que c'est fluide, sans prise de tête. Moi qui avais besoin d'une lecture pour souffler après celui que je vais vous présenter après, c'était juste parfait. Par contre, il est tellement addictif, dites-vous bien, vous le commencez, vous le finissez le jour même. Enfin, moi je l'ai pas fini le jour même parce que je me suis dit non, non, t'arrêtes parce que sinon tu dors pas de la nuit. Et j'ai bien fait parce que déjà que j'arrête à 21h, j'ai eu un mal de chien à m'endormir. Bon, enfin bref. Tout est que voilà, si vous voulez une lecture sympa, sans prise de tête, voilà, n'hésitez pas. Je suis désolée pour ma voix. Je vous jure, j'arrête pas de boire depuis tout à l'heure en me disant que ça va.
ça requinque un peu, mais... Ensuite, Andrea Deslac, le tome 2 de Heaven Forest. Si vous vous souvenez bien, en novembre 2017, j'avais lu le tome 1 que j'avais super méga adoré et à la fin j'étais juste méga super frustrée et que je voulais savoir pour Else Other enfin, c'est quoi? Parce que si je dis quelque chose, je devais spoiler l'histoire, donc je peux rien dire. De toute façon, même là maintenant, je sais toujours pas pour Else. J'ai toujours pas la réponse à ma question. Ça m'énerve. C'est rare un auteur qui arrive autant à me faire, enfin pas souffrir, mais à me frustrer, parce que c'est de la frustration. Donc dans le premier tome, à la fin, il se passait quelque chose, je dis pas quoi, mais je me disais qu'on allait rebondir là-dessus. Pas rien du tout. Rebondir dessus, mais beaucoup plus tard dans le roman. En fait, on arrive déjà sur, je pense que ça commence avec Chris. Oui, c'est ça. En fait, on commence avec Rhys qui a... On n'a pas de nom en fait. Enfin bref, on commence le roman avec quelque chose de très ambigu. On sait juste qu'il va y avoir des corps qui vont être découverts, qu'il va y avoir une enquête, et enfin, une enquête entre guillemets, qu'il est censé y avoir une enquête. Sauf que rien ne va se passer exactement comme prévu, puisqu'il y a tellement de personnages qui entrent en ligne de compte, qu'à un moment donné, je me suis un tout petit chouïa perdue en me disant c'est qui ce personnage, je le connaissais pas, je l'ai jamais vu, je m'en souviens pas. Au début, je me suis dit peut-être que tu te souviens pas si bien que ça du tome 1, il faudrait peut-être que tu rejettes un œil. Et en fait, non. C'est juste qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux personnages qui entrent en jeu, qu'il faut suivre les choses et que je me suis quand même laissé prendre au jeu. Parce que bah forcément, il y a Rhys Overlake, rien que lui, à lui tout seul, voilà. Moi c'est bon, je l'adore ce personnage. Je l'adore et pourtant c'est peut-être celui qui souffre le plus dans l'histoire, je pense. Enfin même, enfin, j'allais dire le seul, non. C'est celui qui souffre le plus. Il souffre plus, d'autant plus qu'il ne... Je ne suis pas sûre qu'il ait conscience vraiment du culte présent à Darkwood, puisque ce n'est pas le même que le sien. Il s'agit du culte du Thésaurus. C'est très compliqué à expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer parce que c'est extrêmement long. Déjà au tome 1 on vous donne une ébauche, on vous dit que c'est un culte, vous dites oui bon c'est de la religion. Moi c'est ce que j'avais pensé au tome 1, sauf que dans le tome 2 on vous fait comprendre que non c'est réel. D'un coup vous voyez plus les mêmes choses de la même façon. Et vous voyez les forces en présence qui se dessinent tout au long du livre et il faut suivre ça justement parce qu'il faut comprendre qui, quoi, qu'est-ce, comment, qui a quel but aussi parce que les buts ne sont pas les mêmes selon les puissances, les forces en présence. J'ai retenu qu'il y avait les sacrifiés, les sanctifiés, les angélistes et il me semble qu'il me manque un troisième que j'ai peut-être oublié en cours de route. Bon enfin bref. Et en parallèle de tout ça on découvre un autre monde. Je ne dirai rien sur ce monde là parce que... On le voit passer à plusieurs moments, mais sans plus. Tout est que là, on commence à découvrir sérieusement que ça me fait penser qu'au troisième tome, je vais sûrement me faire avoir encore une fois, parce que je vais m'attendre à quelque chose que ce sera sûrement pas ce à quoi je m'attendais. Comme là, par exemple, hein, on s'attend juste à ce qu'il y ait une enquête que dalle, on s'attend à ce qu'il y ait la suite par rapport à ce qui se passe dans le précédent tome. Il y en a une sans en avoir vraiment, c'est plus compliqué que ça. C'est extrêmement compliqué pour me parler de ce livre. Parce que le spoiler peut arriver extrêmement vite. C'est pour ça que je suis autant embêtée de vous en parler et que là j'ai fait la chronique écrite mais que j'en suis pas satisfaite parce que il y a tellement de choses à dire. Voilà. Tout est que à la fin de ce tome, je suis profondément frustrée parce que j'ai toujours pas la réponse à ma question sur Else Other. Ce personnage je l'aime toujours autant. Mais Rhys commence à lui arriver au même niveau pour moi. Faith, qui est une jeune femme qui remet à sa place les hommes. Elle grimpe encore un petit peu dans mon classement et Eron que j'aime beaucoup aussi qui à mon avis va se révéler plein de surprises aussi. Je trouve que tous les personnages sont d'ailleurs extrêmement bien travaillés, très ciselés et plus en plus ciselés. Je veux dire déjà au tome 1 j'ai trouvé tellement fort, tellement réaliste, tellement précis et là j'ai l'impression que ça se précise encore plus comme si je les rencontrés et je parlais avec eux, c'est complètement dingue. Voilà, Andrea Deslac, merci. Merci d'avoir créé cette série. Je lirai le tome 3 prochainement et le tome 4 ou tome 1 du nouvel arc, je sais pas trop comment on dit ça, encore un peu plus tard. Enfin bref, vous aurez les chroniques d'ici le mois d'octobre, ça c'est sûr. Voilà, sur ce,
J'espère que vous avez suivi pour le dernier livre parce que pour moi, je pense que pour vous c'était du chinois complet. Mais pour résumer, c'est extrêmement bien travaillé. Ça fait des années que l'autrice a travaillé sur ce livre. Et j'ai juste hâte de lire la suite parce que franchement, voilà. Je vais arrêter de parler avant que ma voix se barre. Je vais vous dire à très bientôt, une bonne semaine et bonne lecture. Salut!